Hello, là, bonjour, bonsoir, en bref, salut mes petits cocos et bienvenue à tous les futurs potentiels petits cocos de la chaîne. Donc pour les habitués, on se retrouve une quatrième fois pour parler de 3 autres de mes séries favorites de livres littéraires. Je pense qu'au bout de la 4e vidéo, on est assez rodé, je n'ai plus besoin de tergiverser sur d'autres sujets et je peux directement vous présenter la première des 3 dont je compte vous parler au long de cette vidéo. C'est parti les amis, c'est-à-dire mon kiki. Ok, donc j'ai mis longtemps avant d'apprendre le fait qu'il y avait un nom à cette série, à cette trilogie. Donc je la désignais par les trois courts titres, les gros titres de chacun des livres et dans l'ordre dans lequel je les ai lus, qui est en fait l'ordre dans lequel ça a été publié, mais vous verrez, je parlerai de pourquoi ça me perturbe. Donc moi je disais toujours Poison, Charme, Beauté, je sais pas, je me suis pris pour une poète. Sauf qu'il s'agit en vérité d'une série intitulée selon, alors attention, ma propre traduction d'après Goodreads, parce que le nom en anglais c'est Tales from the Kingdom, pour moi du coup c'est Contes du Royaume. Voilà, c'est plutôt basique. En tout cas, ça a été écrit par Sarah, alors je lis le nom parce qu'il est un peu difficile à retenir, donc Sarah Pinborough, Rogue, ça dépend comment on le prononce. Donc je me rappelle l'avoir lu au collège, sûrement en 4e, après avoir fini celle-ci là, les Chroniques lunaires, qui sont aussi donc des contes de fées revisités. Donc justement, je voulais rester dans le mood de la réécriture de contes de fées et je me rappelle que celle que j'ai lue, la Poison, Charme, Beauté, m'a un peu plus surprise parce que celle-là, c'était un peu évident que c'était des réécritures de contes de fées, mais que c'était sacrément futuristique et science-fiction et donc c'était intéressant de voir le peu de points communs que ça avait avec les contes de fées, tandis que là, c'est comme si c'était le conte de fées, mais qu'on changeait que quelques points. Donc c'est l'inverse. Autant lui, il s'éloigne pas mal, autant les livres que j'ai lus, Poison, Beauté et Charme, sont des contes de fées comme si les premières versions avaient été écrites de cette façon, sauf que on connaît la première version et celle-ci connaît des changements. Cette version connaît des changements. Donc les 3 tomes ont été publiés en 2013, donc c'est sûrement un an après leur sortie que moi je m'y suis mise. C'est assez bizarre que d'ailleurs Beauté, le 3e tome d'après la publication, et le site Goodreads, soit en fait le dernier des 3 tomes, étant donné que je dirais que quand je l'ai lu, je crois me souvenir qu'au niveau chronologique, en fait on retourne en arrière et on retrouve 2 personnages qu'on a vus en fait finalement dans chaque tome, le prince et le chasseur, avant les événements qui ont fait qu'ils ont rencontré par exemple les personnages de Poison et de Charme. Et Charme est littéralement la conclusion de l'histoire et Beauté, je dirais que c'est un peu ce qui initie. Mais peut-être que c'est ça, c'est le côté d'un coup on apprend le passé des 2 personnages et pourquoi est-ce qu'ils sont si importants dans Poison et dans Charme. Mais moi, ce que je recommanderais pour vous, c'est de le lire dans cet ordre-ci. Beauté, Poison, Charme. Mais vous faites comme vous voulez. Si vous voulez lire dans l'ordre dans lequel c'est sorti, c'est-à-dire Poison, Charme, Beauté, faites comme vous voulez. C'est pas moi qui vous commande. Donc, ce que je considère être le 3e tome, mais qui est en fait le 2e, compliqué Charme, est en fait mon préféré, sûrement parce que j'ai bien aimé la romance qui est dedans et qui est une des rares où on sent bel et bien un amour mutuel et surtout qui finit pas trop mal. Je n'en révélerai pas trop. Alors, en quoi consistent ces romans? Cette fois, nos contes restent dans leur temps, donc plus ou moins médiévaux, et il y a bel et bien de la magie qui est impliquée dans les histoires, mais c'est une version un peu plus adulte en fait des contes. Je ne la lirai pas à un enfant de 3 ans. Les personnages, ils sont beaucoup moins en fait purs et innocents que dans la version de Disney, ça c'est sûr. Donc je dirais que les mentalités en fait ils sont plus modernes et surtout les pratiques de relations
C'est beaucoup de renversement de situation qui change en fait l'angle de perception qu'on avait du conte. Le moins original étant donc Poison, alors qu'il y a pas mal de gros changements par rapport à la version idolâtrée des enfants enfantines, tandis que Beauté et Charme sont tous les deux plus surprenants. Donc on apprend à se défaire de nos préjugés d'enfance, avec des personnages méchants d'un côté et les gentils de l'autre. Ça commence à plus être nuancé. On voit qu'il y a des personnages à la moralité grise, on va dire. Toutes les histoires se suivent, c'est pas 3 contes complètement séparés. Il y a un petit lien entre eux tous, je vous l'ai déjà dit, le prince et le chasseur. Donc, je dirais que c'est bien de tout lire. Mais vous pouvez vous arrêter juste à Poison, à n'importe quel. C'est juste que si vous arrêtez à Charme, vous risquez d'être perdu par contre. Donc ça m'avait agréablement surprise pour la collégienne que j'étais. Et j'ai encore de nombreuses scènes en fait qui me sont restées gravées en mémoire. Et je recommande donc chaleureusement pour lire tranquillement et prendre plaisir à aimer, détester certains de ces personnages de la version du conte qui fait presque plus réaliste et que celle avec laquelle nous avons donc grandi. C'est donc, je pense pour moi, réservé pour les plus de 13 ans, mais ce n'est que des scènes épicées légères, quoi. C'est-à-dire, c'est dit qu'ils font les choses, mais ça ne va pas dans le détail de la chose. J'espère que je suis claire. Ce n'est pas je m'endors dans ses bras, le lendemain matin je me réveille, nous avons fait l'amour. Ça c'est un truc typique des romans d'ados. Celui-là, ils disent un peu mieux que voilà, et surtout c'est avec des personnages qu'on s'y attend pas, c'est pas juste une relation amoureuse ou quoi, donc Et finalement, il se passe que ce qu'il passe, mais ça rentre pas dans les détails, on n'est pas dans After. C'est tout de même assez sombre pour sortir de l'illusion des contes de fées où tout est bien, qui finit bien. Là, est-ce le cas ? Vous le verrez peut-être si vous lisez ce que je viens de vous recommander. Donc je pense pour vous avoir assez bien vendu cette première série, et je vais sans plus trop tarder passer à ma seconde série. Beaucoup plus accessible aux jeunes gens dès, par exemple, leurs 9 ans, comme moi je l'ai fait. Bien sûr, je n'ai pas tout enchaîné quand j'avais 9 ans, comme mon rythme de lecture était bien plus lent, et que, par exemple, une série avec 10 tomes, ça me paraissait immense. J'ai donc dû la finir, je pense, vers mes 11 ans, vers le collège. Il m'étonnerait que j'ai tout lu en primaire. Il s'agit donc de la série Journal d'une princesse. Et c'est donc écrit par une très grande écrivaine pour les pré-ados, Meg Cabot. J'ai donc mis une pile juste à côté, mais normalement ils sont derrière moi, juste là, derrière, avec Elsa et Ariel, parce que c'est mon étagère princesse. Avec au-dessus, pareil, là, pour l'étagère d'écriture de contes. Sauf que là, c'est juste une princesse, rien à voir avec les contes qui existent déjà. Donc il s'agit, moi j'ai la collection de poches, avec de jolies couvertures bien rose bonbons. Donc je vais pouvoir les faire défiler sans faire de montage, ça me passionne, c'est incroyable, je kiffe quand ça se passe comme ça. Donc je vais poser ça là. Le premier tome a été publié, donc je l'ai montré juste avant, le premier tome a été publié en 2000, donc avant même ma naissance, tandis que le dernier est sorti je crois en 2009, je vous le montrerai plus tard, soit quand j'avais 7 ans, ce qui explique pourquoi j'ai directement eu la collection complète. Comme vous pouvez voir, là je vous montre la pile, c'est également l'histoire qui a inspiré Princesse malgré elle, le film, le premier en tout cas, avec Anne Hathaway, tandis que le 2 ne ressemble en rien la suite des livres parce que l'actrice avait bien vieilli, mais le film a tellement connu un succès qu'ils voulaient absolument tourner un deuxième et ils se sont dit bon, on va pas la mettre au lycée encore une fois, on va faire en sorte que Mia, le personnage principal, a vieilli. Et donc aussi je crois que celui qui jouait son amoureux dans le premier film n'a pas voulu continuer ce rôle dans le deuxième, donc ils ont dû aussi changer l'histoire d'amour pour expliquer pourquoi c'est plus le même mec avec qui elle finit.
Donc dans ces livres-là, ça commence, on rentre au lycée Mia vient de rentrer au lycée, elle a 14 ans et ça se termine à la fin du lycée, lors de sa dernière année, quand elle en a 18, c'est le tome d'après, celui-là c'est l'avant-dernier. De quoi ça parle? Donc pour ceux qui ne connaissent même pas le premier fil, eh bien ça parle de Mia Thermopolis, une grande asperge de 14 ans, aux cheveux trop volumineux et triangulaires à son goût. Elle n'est pas populaire, mais alors du tout. Sa mère date son prof de maths, alors qu'elle, petit bémol, elle déteste les maths et elle est nulle en maths. Et surtout, elle crache depuis un moment sur le monsieur populaire qui sort avec la cheerleader, la pom-pom girl qui la déteste et qui la harcèle un petit peu. Bien qu'elle apprécie aussi, ceci dit, de temps en temps, jeter quelques jolis coups d'œil appréciateurs au frère de sa meilleure amie. Elle est maladroite comme pas possible, elle est timide, elle se rend pas compte quand il y a des trucs qui se passent en face d'elle et elle a très peu de contact avec sa famille encore plus bizarre et étrangère du côté de son père. D'ailleurs, en parlant de ce dernier, celui-ci se découvre un fameux cancer des parties intimes, des petits joyaux familiaux, des noyaux, des noisettes, des boules de Noël, des broses quoi. Et il a donc du chop, il a dû s'en sortir. C'est pas un truc mortel, mais ça empêche la procréation à venir. Donc, il n'a plus d'autres héritiers en dehors de sa fille hors mariage avec une américaine. Il doit donc, avec sa grand-mère, un peu space, lui révéler qu'elle se retrouve être la dernière descendante de la lignée directe de sang royal du royaume de Genovia. Donc, un endroit inventé, mais tout le reste de l'univers et le monde moderne actuel tel qu'on le connaît. Ce que j'adore avec cette histoire, c'est par exemple les comiques de situation. Il y a plein de fois où elle m'a fait rire, cette idiote. L'évolution de la mentalité tout de même de Mia au cours de toutes ces pages. Les liens familiaux qui se tissent, mais surtout le développement, je veux dire, relationnel et émotionnel des personnages, on va dire, secondaires. Ou en tout cas du groupe d'ados qui gravitent autour de Mia, qui semble en fait plutôt réaliste parce que c'est vrai que de 14 ans à 18 ans, il s'en passe des choses et des relations peuvent se casser, peuvent se former, les amitiés changent, les histoires d'amour aussi, tout n'est pas parfait, mais surtout c'est très sympathique comment tout suit son cours. J'avais littéralement en fait l'impression de grandir avec Mia sur ces 4 ans où elle se confie énormément à son journal. Et franchement, si vous avez un enfant qui souhaite lire à propos d'histoires simples, sans prise de tête, mais un petit peu marrantes et du quotidien, avec des histoires d'amour du lycée, un groupe d'amis et une famille décomposée qui s'agrandit des manières des plus inattendues. Je dis que c'est pour les enfants, mais en fait, si vous aimez les histoires innocentes, rigolotes, je me dis que ça peut être mignon à lire en tant que personne de plus de 12 ans, alors pourquoi pas? Bon, je peux maintenant retourner à un univers plus noir et rouge et abandonner le rose et les paillettes pour vous parler d'une série jeune ado avec Vampire Academy. Donc peut-être avez-vous connu le film ou bien regardé la fameuse série reboot beaucoup plus récente. Mais je ne crois pas que ces adaptations ne fonctionnent parce que c'est une histoire en fait assez compliquée à sortir de ces pages. Mais ce que nous a couché sur le papier Richelle Mead, l'autrice, vaut en fait clairement le détour pour une histoire sur des vampires. Alors qu'on se rappelle que je ne suis pas fan de Twilight, donc c'est pas trop mon kiff les vampires. Justement, elle a pas mal remis à sa sauce le concept avec une école et un mode un peu Poudlard et 3 espèces de vampires qui sont en fait cachés dans le monde moderne. Moi, j'ai dû le lire en fin de collège et sûrement que je l'ai fini début lycée. Je lisais donc déjà d'autres livres aux scènes
très érotique, bien plus épicé, explicite. Mais bon, apparemment, cette lecture est aussi considérée suggestive, bien qu'en mon avis de experte, non je rigole, de grosse consommatrice on va dire, de romance à haut niveau de caliente, il reste franchement en fait abordable à partir du moment où on a déjà eu quelques cours de sexe, d'éducation sexuelle et qu'on sait que les couples peuvent avoir envie de plus que quelques bisous et ressentent les hormones et ont des réactions physiques à 16 ans quoi. Donc ce premier tome a été publié en 2007. Moi je ne l'ai lu donc bien plus tard, mais je ne l'ai lu qu'après avoir vu le film, donc il faudrait voir la date de sortie du film, qui se termine d'ailleurs sur un gros cliffhanger, qui donc m'a bien donné envie de savoir ce qui se passait ensuite, donc, et m'a mené au livre, au roman. Déjà le visionnage avait été plutôt réaliste à propos des relations d'ados, par rapport à Harry Potter où dans 15 ans à 16 ans et à 17 ans ils commencent à peine à avoir des copines. Là c'est plutôt réaliste que ils ont peut-être des copines, ils ont peut-être des copains et parfois ils font peut-être des choses sans avoir cette petite appellation. Donc ceci dit, c'est sans rien montrer pour autant parce qu'on n'est pas non plus dans Euphoria. De quoi ça parle? On y suit le retour de notre protagoniste dans l'école privée hors du commun qui s'appelle Saint-Vladimir. C'est un lieu à l'abri des regards indiscrets où de jeunes vampires y apprennent la magie pour les Moroi, qui sont considérés donc en haut de la hiérarchie de tous les vampires. C'est les nobles, c'est ceux qui ont le sang pur, bref. Sinon, on y est enseigné dans cette école le combat pour les dampires, qui sont à moitié humains ou alors à moitié dampires et Moroi, mais ils ont juré allégeance à leur héritage vampirique donné par les Moroi et doivent donc les protéger d'une invasion par la troisième espèce de vampires, donc les plus dangereux, hors de contrôle et sanguinaires, donc les Strigoi. Rose Hathaway, notre héroïne, est une vampire et elle doit assurer la protection de sa meilleure amie qui s'appelle Lisa et qui n'est pas n'importe quel type de vampire, c'est la princesse des Moroi, donc c'est vraiment le top du top quoi. Elles ont fugué pour fuir la menace de mort qui pesait sur Lisa au sein même de l'académie il y a un petit moment, mais elles sont ramenées de force parce que une princesse qui s'enfuit, c'est pas trop apprécié. Et nous passons donc le reste de la série à observer les conséquences de leur retour, tandis qu'elles se rapprochent toutes les deux de leur propre version du fruit défendu de la jante masculine. J'ai donc beaucoup aimé le développement de cet univers, de ce système vampirique, de hiérarchie, ces aventures, le côté l'action. J'ai bien aimé l'action. Et bien que survient un triangle amoureux dans les livres et que comme d'habitude, moi j'étais dans la team du BG qui est rigolo, charmeur, qui en plus a une bonne famille bien... Donc voilà, tout pour lui. Et qui est en fait émotionnellement disponible, mais il apparaît en second après un autre potentiel amoureux pour la protagoniste. Et
dans laquelle je me suis vraiment engagée. Elle va retourner dans cette bibliothèque derrière moi dès que j'aurai fini le tournage de cette vidéo. Sachez juste que je ne cherche pas à avoir, cette fois-ci, pour une fois dans cette vidéo, la collection en papier des 2 autres séries dont je vous ai parlé, tout simplement parce que déjà les couvertures ne m'inspirent pas trop, et de deux, ce ne sont pas des romans au sens prioritaire dans mon analyse. Ils ne sont pas aussi hauts sur le classement de mes préférés. Ça fait même partie des séries que j'ai beaucoup aimées, mais ils ne font pas partie de ceux que j'ai hâte de voir dans la bibliothèque, tout simplement. Les autres, je vous en ai déjà parlé en fait dans les 3 vidéos précédentes. C'est déjà pas mal, ça vaut cher, il va falloir que j'investisse du temps et de l'argent pour ça. Donc voilà, j'ai un ordre de priorité. Ça en fait partie. Vous n'hésitez pas à commenter si vous connaissez ces livres, si vous aimez bien, si vous les possédez, si au contraire vous avez aimé. Sinon, dites-moi si vous ne les connaissiez pas, si vous préférez, avec des pitchs bien parfaits, parce que je suis tellement une pro, bien évidemment. Et comme d'habitude, moi j'apprécierais si vous cliquez sur le pouce en l'air, le pouce bleu, vert, je ne sais plus, de cette vidéo. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, allez-y, abonnez-vous à moi. J'aime bien remarquer s'il y a du changement sur ma chaîne. Et donc, je vous regarde. En fait, j'attends. Maintenant, vous n'avez plus le choix. Je vais vous regarder intensément. Vous allez être occupé de CD. C'est faux, je suis derrière un écran, ça ne marche pas. Vous allez juste appuyer, passer la commande et on est déjà là-dessus. Donc, sur ce, je vais arrêter de parler hyper vite et de faire la sollicité et parler hyper fort. J'espère que ça ne dérange pas le reste de ma famille, mais en même temps que vous.